Français, le développement de nouveaux réacteurs français innovants. L'audition du 23 novembre 2023 sur le développement des réacteurs nucléaires innovants en France s'inscrit dans le contexte de la relance de la filière nucléaire initiée à Belfort en février 2022 par le président de la République après plus de 20 ans d'attentisme et de renoncement, l'un des derniers étant la décision officialisée dans l'été 2019 d'arrêt ou de suspension du programme sur le réacteur à neutrons rapides Astrid. Astrid était un projet de réacteur refroidi au sodium de 800 MW électriques, préfigurant un réacteur de production dépassant 1000 MW qui prenait la suite des réacteurs expérimentaux Rhapsody et Phoenix, ainsi que du réacteur de puissance Super Phoenix de 1200 MW électriques qui a été arrêté en 1997, bien qu'il ait atteint, comme cela a été rappelé lors de l'audition, un taux de disponibilité de 96% en 1996, plusieurs réacteurs du même type sont exploités en Chine, en Inde et en Fédération de Russie. Le plus puissant, le BN800 russe, atteignant 800 MW électriques. L'annonce, fin 2021, du plan d'investissement en France 2030 laissait déjà entrevoir un revirement sur l'énergie nucléaire, puisqu'il comportait un volet destiné à faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille et avec une meilleure gestion des déchets. Cette ambition a commencé à se concrétiser par la proclamation le 23 juin et le 27 novembre 2023 des lauréats de l'appel à projet réacteurs nucléaires innovants de France 2030. Les deux premiers participaient d'ailleurs à l'audition. À l'échelle européenne, après la création en février 2023, à l'initiative de la France de l'Alliance européenne pour le nucléaire, la Commission européenne a officiellement annoncé le 7 novembre 2000 dernier la prochaine mise en place d'une alliance industrielle pour soutenir le déploiement des petits réacteurs nucléaires en Europe. Par ailleurs, l'audition du 23 novembre s'inscrivait pleinement dans la continuité des travaux de l'Office sur l'innovation dans le domaine de l'énergie. Elle a notamment permis de mesurer le chemin parcouru depuis la publication en juillet 2021 du rapport sur l'énergie nucléaire du futur et les conséquences de l'abandon du projet de réacteur nucléaire de quatrième génération Astrid, dont Thomas Gazilou, député, et Stéphane Piednoir, sénateur, sont les rapporteurs certaines des préconisations découlant de l'audition du 23 novembre 2023 étaient déjà pour partie mentionnées dans ce document. Même si cela va de soi, il apparaît utile de souligner que l'audition du 23 novembre 2023 n'avait pas vocation à l'exhaustivité. Dans le temps limité d'une matinée, elle se concentrait sur l'innovation dans le domaine des réacteurs, qui soient basés sur des technologies de rupture ou au contraire éprouvées, en mettant l'accent sur le rôle des startups. Certaines des questions soulevées par les membres de l'Office ou les participants seront approfondies à l'occasion des prochains travaux. Par exemple, celles touchant au stockage des déchets radioactifs seront traitées le 25 janvier 2024. Dans le cadre d'une audition dédiée à l'évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dont les rapporteurs sont les députés Andric Davy et le sénateur Bruno Sido. L'audition du 23 novembre 2023 était structurée en 2 tables rondes, consacrées à l'innovation dans le domaine des réacteurs avancés, innovation dans laquelle les startups jouent un rôle de premier plan, et dans celui de la filière des réacteurs à eau pressurisée, à laquelle appartiennent les réacteurs du parc nucléaire actuel. Ces tables rondes étaient suivies d'une intervention coordonnée de l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, sur l'accompagnement de la certification des solutions technologiques innovantes. Pour la première table ronde, compte tenu du très grand nombre de projets de petits réacteurs modulaires, dits SMR, Small Modular Reactor, en cours, de l'ordre de 80 dans le monde, les rapporteurs ont restreint leur champ
d'investigation aux réacteurs à neutrons rapides, capable de mettre en œuvre une fermeture complète du cycle du combustible. En effet, dès l'origine du programme nucléaire civil, la France a fait le choix d'un cycle du combustible fermé dont l'objectif ultime est d'assurer la complète indépendance du pays pour sa production d'électricité. C'est la raison pour laquelle la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs prévoit dans son article 3 la construction d'un réacteur de ce type. Par ailleurs, l'article 6 de cette même loi dispose que la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le retraitement des combustibles usés, ce qui confirme sur le plan législatif l'orientation prise en faveur de la fermeture du cycle. Depuis, les rapporteurs n'ont retenu que des startups français ou pour l'une d'entre elles européennes disposant d'un établissement en France. Cette table ronde regroupait les deux premières startups lauréates du premier appel à projet de France 2030 sur les réacteurs nucléaires innovants, NAREA et Nucléo, ainsi que deux startups essaimées du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, Hexana et Stellaria. Les débats ont mis en évidence la diversité des approches technologiques retenues pour concevoir des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. NAREA et Stellaria misent sur des réacteurs à sel fondu. Hexana se concentre sur les réacteurs refroidis au sodium héritier direct d'Astrid, tandis que Nucléo se tourne vers les réacteurs refroidis au plomb. Ces réacteurs se distinguent aussi par leur puissance allant de 80 MW thermique à plusieurs centaines de mégawatts. Cette diversité reflète la recherche de solutions adaptées à différents besoins industriels, production à plus ou moins grande échelle d'électricité, de chaleur, d'hydrogène, désalinisation, etc. Il est clairement apparu que la fermeture du cycle du combustible constituait une préoccupation commune à ces startups. D'une part, la question de l'insertion des différents concepts de réacteurs dans le cycle existant a bien été prise en compte, même si elle reste à mettre en œuvre. Tous nécessitent en effet la production de nouveaux types de combustibles. D'autre part, ces nouveaux réacteurs permettraient un recyclage beaucoup plus abouti des matières valorisables issues de l'enrichissement de l'uranium et des combustibles nucléaires. Uranium appauvri ou de retraitement plutonium voire thorium. Certains intervenants ont même évoqué le potentiel de transmutation des actinides mineurs, un aspect également mentionné dans la loi de 2006. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, notamment en termes de délai, les entreprises entendues mobilisent des investissements privés conséquents, prévoient des partenariats avec des acteurs de l'industrie ou des institutions de recherche et sollicitent le soutien des autorités pour accélérer le développement de leurs projets. Un point mérite tout particulièrement d'être souligné. Elles s'appuient toutes sur l'acquis scientifique et technologique des travaux de recherche et développement menés depuis plusieurs dizaines d'années en France, notamment sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, ou en Europe, en particulier en Italie, pour les réacteurs rapides refroidis au plomb. À cet égard, ces startups mobilisent les compétences et l'expérience de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens français et européens, qui ont travaillé sur des installations telles que Phoenix et Superphénix ou sur les projets Astrid. Elle assure aussi un rôle très important de préservation des connaissances, y compris en faisant appel à des personnels retraités et de valorisation des investissements réalisés dans le passé, en France et en Europe, et sur les réacteurs à neutrons rapides. La seconde table ronde était consacrée à l'innovation sur les réacteurs à eau pressurisée
technologie sur laquelle est basé notre parc actuel. Cette table ronde a mis en évidence le dynamisme de la filière nucléaire française. Les intervenants ont en particulier mis l'accent sur l'innovation, la collaboration entre les acteurs du secteur et la contribution de la filière nucléaire à la transition énergétique ainsi qu'à la décarbonisation de l'économie française. Jean-François Desbostes, directeur général de Nuclear Valley, a souligné le rôle de ce pôle de compétitivité de plus de 430 adhérents, soutenu par plusieurs ministères et collectivités locales, dans la promotion de l'innovation nucléaire, en particulier auprès des PME et des startups. Olivier Barre, délégué général du groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, GIFEN, a présenté le rôle de cette organisation créée en 2018, qui fédère 500 entreprises de la filière nucléaire et œuvre pour la mobilisation et la performance de collecte de la filière. À ce titre, elle couvre divers domaines, notamment les compétences, la formation, la sûreté, la qualité et la transformation numérique. Bernard Salat, directeur technique groupe et directeur de la recherche et développement d'EDF, a mis en avant l'importance de l'innovation pour les réacteurs à eau pressurisée, y compris les réacteurs existants. Il a évoqué les nouvelles briques technologiques comme l'intelligence artificielle et la fabrication additive qui peuvent contribuer à améliorer la performance et la sûreté des réacteurs. Enfin, Frédéric Hoffmann, directeur du programme SMR France d'EDF, a présenté le réacteur de type SMR, Small Modular Reactor à eau pressurisée, NUARD, qui intègre des innovations telles que la construction modulaire, une chaudière intégrée et la cogénération offrant des avantages potentiels en termes de rapidité, de construction, de sûreté et de décarbonation, la chaleur industrielle. La dernière partie de l'audition sur le développement des réacteurs nucléaires innovants en France était consacrée à l'accompagnement de la certification des solutions technologiques innovantes avec des interventions conjointes d'Olivier Gupta, directeur général de l'ASN, et de Philippe Dupuis, responsable de la mission réacteurs innovants, ainsi que de Jean-Christophe Niel, directeur général de l'IRSN, et de Karine Hervieux, directrice générale adjointe chargée de la sûreté nucléaire. L'ASN a d'abord rappelé les 3 principes fondamentaux qui s'appliquent à tous les réacteurs nucléaires, grands ou petits: la responsabilité première de l'exploitant dans la sûreté de son installation, l'exigence d'un haut niveau de protection des personnes et de l'environnement, et la transparence avec des règles plus exigeantes que dans d'autres secteurs industriels. Pour les porteurs de projets de petits réacteurs qui souhaitent que leurs réacteurs soient autorisés dans plusieurs pays, se pose la question de la standardisation et de l'harmonisation des règles de sûreté à l'échelle internationale. L'ASN et d'autres autorités de sûreté nucléaire travaillent sur des objectifs de sûreté harmonisés pour les petits réacteurs modulaires et cherchent des moyens de coopération internationale pour examiner les dossiers de sûreté simultanément dans plusieurs pays. Les petits réacteurs nucléaires qui seraient préférentiellement implantés près de zones industrielles ou densément peuplées nécessitent des démonstrations de sûreté rigoureuses. En effet, même si les petits réacteurs sont de moindre puissance, ils peuvent contenir des quantités importantes de produits radioactifs. Les exigences de sûreté doivent donc permettre de limiter considérablement les conséquences des accidents potentiels. Il convient notamment de prouver que le rejet radioactif reste négligeable en cas d'accident. Cela constitue un défi en particulier en l'absence de retour d'expérience significatif sur certaines des technologies présentées. L'IRSN a en effet indiqué que les projets de SMR présentent des maturités variables avec un retour d'expérience limité. Pour certains concepts, la recherche et le développement sont donc essentiels
pour soutenir à la fois la conception et la démonstration de sûreté de ces réacteurs. L'ASN et l'IRCN travaillent d'ores et déjà avec les concepteurs de réacteurs innovants sur ces questions. Ces enjeux de sûreté concernent également le cycle du combustible associé au réacteur. De ce fait, la sûreté des installations de traitement du combustible doit être examinée conjointement avec celle du réacteur. L'IRSN a souligné qu'il se tenait prêt à contribuer à la formation des startups sur les questions de sûreté nucléaire et à partager ses outils, par exemple, de modélisation des accidents graves. Les rapporteurs ont identifié cinq recommandations qui prennent en compte un certain nombre des questions soulevées lors des débats particulièrement riches de cette audition. La première recommandation porte sur les moyens alloués à l'ASN et à l'IRCN, indépendamment du projet de réforme de leur organisation. Les instances chargées de la sûreté et de la radioprotection doivent en effet disposer d'un effectif suffisant en nombre et en qualité pour accompagner les innovations technologiques en France, mais aussi en lien avec les autres pays européens. Leur capacité à répondre dans des délais raisonnablement courts et surtout prévisibles, tout en ne dérogeant jamais à la rigueur de leur démarche en matière de sûreté et de radioprotection, constitue une condition indispensable à l'innovation dans le domaine des réacteurs, en particulier lorsqu'elle est portée par des startups qui doivent être en capacité d'afficher des calendriers clairs et resserrés pour parvenir à décrocher de nouveaux financements. Aussi bien le directeur général de l'ASN que celui de l'IRCN ont confirmé sans aucune ambiguïté la nécessité d'un tel renfort. Pour l'ASN, il devrait intervenir à partir de 2025 et se poursuivre dans la durée. Pour l'IRCN, qui travaille en amont de l'ASN, cet accroissement des moyens apparaît indispensable dès aujourd'hui. Dans le cas contraire, l'IRCN devrait recourir à une solution dégradée par redéploiement, ce qui se ferait au détriment de d'autres dossiers. Ce renforcement des moyens est une recommandation que l'Office avait déjà formulée dans son rapport du mois de juillet dernier sur l'organisation du contrôle de la sûreté et de la radioprotection élaboré par Jean-Luc Fugit, député, et Stéphane Piednoir, sénateur, tout comme dans celui de juillet 2021 sur l'avenir de l'énergie nucléaire. La deuxième recommandation rejoint les propos tenus par plusieurs intervenants de l'audition, aussi bien du côté des startups, des autorités chargées de la sûreté que de EDF, sur la nécessité d'un renforcement du soutien à la recherche et à l'innovation. Des progrès importants ont été accomplis ces dernières années, mais l'audition a bien mis en lumière que cet effort doit être poursuivi et sans doute simplifié. Il conviendrait par conséquent de revoir les moyens alloués dans ce domaine au CA et à l'IRCN, mais aussi de remobiliser le CNRS et la recherche universitaire. En lien avec ce besoin de monter en puissance de la recherche, la troisième recommandation concerne l'approfondissement de la coopération européenne et au-delà international sur la recherche et l'innovation dans le domaine nucléaire. Ainsi que l'a souligné Bernard Sala, les enjeux d'innovation sont tellement importants qu'il serait opportun de les partager entre plusieurs pays européens et de fédérer des actions. De plus, avec la diversification des pistes technologiques et l'augmentation du coût des plateformes de recherche, la coopération à l'échelle européenne et internationale devient indispensable pour couvrir un champ suffisamment large, tout en modérant ou du moins en optimisant les dépenses. Il ne s'agit pas de contourner Euratom, mais il faut bien constater, après plus de 60 ans, que ce traité n'a pas contribué de façon suffisante à faire progresser sur notre continent les technologies nucléaires innovantes dans le domaine des réacteurs de fission. Grâce à sa place dans la science et technologie de l'atome, la France a sans aucun doute un rôle de premier plan à jouer, au moins aussi important que dans le développement de l'aéronautique et du spatial en Europe.
Une initiative dans le domaine de la recherche et du développement serait d'ailleurs un prolongement naturel de la nouvelle alliance européenne pour le nucléaire, qu'elle renforcerait en ouvrant de nouvelles perspectives à nos partenaires. C'est précisément ce que l'OPEX avait proposé dans son rapport de juillet 2021, tout comme l'ouverture d'une telle coopération à des pays proches, comme le Royaume-Uni et l'Ukraine, ou plus éloignés comme le Japon, à l'époque l'Australie, mais AUKUS est venu mettre à mal cette option. La quatrième recommandation concerne l'adaptation prudente de la législation et de la réglementation aux besoins particuliers des technologies innovantes. La loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ne prend pas spécifiquement en compte ces besoins exprimés lors de l'audition. Il conviendrait en particulier que le gouvernement étudie de quelle façon la mise en place de dispositifs expérimentaux sur les sites de recherche nucléaire actuels pourrait être simplifiée ou leur construction anticipée tout en respectant strictement les règles de protection de la population et de l'environnement. La cinquième recommandation porte sur la prise en compte de l'impact des nouveaux réacteurs sur le cycle du combustible nucléaire en anticipant sur les besoins de combustible de ce nouveau projet, mais aussi en examinant comment ils peuvent permettre d'atteindre l'objectif de fermeture du cycle prévu par la loi, qui a été laissé de côté depuis la suspension du projet Astrid. Enfin, les rapporteurs se sont interrogés sur les besoins évoqués par plusieurs membres de l'OPEX de sensibiliser la population à la possibilité que des installations nucléaires soient un jour implantées à proximité de zones industrielles ou densément peuplées. Après réflexion, il leur a semblé qu'une telle démarche d'installation serait prématurée car il reste à ce jour trop d'inconnus sur les conditions dans lesquelles, en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection, mais aussi de sécurité, ceci pourrait être envisagé. Il conviendra que l'Office suive avec beaucoup d'attention le développement de cette technologie pour juger du moment le plus opportun pour initier une telle démarche. À cet égard, il serait utile que l'Office prolonge la mission confiée à la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, CNE2, sur le suivi des développements sur les réacteurs avancés et étudie comment celles-ci pourraient être à terme inscrites dans les textes. B. Recommandations. Renforcer dans la durée les moyens de l'ASN et de l'IRSN afin d'accompagner les innovations technologiques et permettre l'instruction des dossiers des réacteurs innovants dans des délais raisonnablement courts et prévisibles, sans qu'il ne soit jamais dérogé à la rigueur actuelle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, tout en veillant à l'instruction parallèle des enjeux de sécurité. 2. Amplifier le soutien à la recherche et à l'innovation en matière de réacteurs innovants en renforçant les moyens du CEA et de l'IRSN ainsi qu'en mobilisant le CNRS et la recherche universitaire. 3. Approfondir les coopérations européennes et internationales sur la recherche et l'innovation dans le domaine nucléaire, promouvoir le lancement d'une initiative dans la recherche et le développement des réacteurs innovants et y donner à la France un rôle de premier plan. Adapter de façon prudente le cadre juridique du déploiement de l'énergie nucléaire pour mieux prendre en compte les besoins des technologies innovantes, par exemple en définissant un cadre spécifique pour des dispositifs expérimentaux implantés sur les sites de recherche nucléaire actuels,
dans le strict respect des règles de protection de la population et de l'environnement. 5. Prendre en compte l'impact des réacteurs innovants sur le cycle du combustible nucléaire tout au regard des besoins en combustible que de l'objectif de fermeture du cycle prévu par la loi. Travaux de l'Office, compte rendu de l'audition publique du 23 novembre 2023. Dans ce cas, nous avions formulé plusieurs préconisations. Certaines sont en vote de se concrétiser. Par exemple, fédérer les pays européens favorables au nucléaire, renforcer les moyens dévolus à l'autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou encore prolonger sur plusieurs années le soutien accordé au projet de petits réacteurs à eau pressurisée français New World. 2 ans et demi après la publication de ce rapport, il nous a paru utile de faire un point sur le développement des réacteurs nucléaires innovants en France, indépendamment de leur technologie. Cette audition comportera 3 séquences distinctes avec 2 tables rondes. La première table ronde nous permettra d'entendre 4 startups qui développent des réacteurs à neutrons rapides, RNR, avec une attention particulière sur la fermeture du cycle, qui est toujours inscrite dans la loi. La seconde table ronde montrera avec les représentants d'EDF, du groupement des industriels français de l'énergie nucléaire GIFEN et de New World, que les innovations concernent aussi la technologie des réacteurs à eau pressurisée REP. Le pôle de compétitivité nucléaire Valais fera le lien entre les 2 tables rondes. La matinée se conclura par une intervention coordonnée de l'Autorité de sûreté nucléaire ASN et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN sur l'accomplissement de la certification des solutions techniques innovantes. Fondamentale pour la réussite de l'innovation en matière nucléaire. J'ai également sollicité la participation à nos débats de représentants de la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs. Elle sera représentée par l'un de ses membres, Philippe Guélochet, ainsi que par son secrétaire général et conseiller scientifique, François Storer. L'Office avait en effet saisi la CN2 en mars 2022 pour évaluer l'impact des nouveaux projets de réacteurs sur le cycle des matières et des déchets radioactifs. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'auditionner la CN2 voici quelques semaines. Cette matinée n'a évidemment pas vocation à l'exhaustivité. Elle marque le commencement d'une série de travaux relatifs au secteur nucléaire en France. La prochaine étape sera une audition sur l'évaluation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Je rappelle que les travaux sont diffusés en direct sur le site internet du Sénat et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande sur les sites de l'Assemblée et du Sénat. Il sera par ailleurs possible aux internautes, comme nous avons pris l'habitude, de soumettre des questions en ligne par l'intermédiaire de la plateforme dont le lien figure sur les pages internet de l'Office. Certaines de ces questions pourront ainsi être posées aux participants lors de l'audition. A. Les startups et l'innovation dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides et la fermeture du cycle. Madame Olga Givernet, députée rapporteure, l'avenir du nucléaire est en train de s'écrire. Il est porté par l'ingéniosité et le dynamisme de nombreuses startups de l'ordre de 80 à travers le monde. La première table ronde réunit 4 startups qui développent de nouveaux réacteurs à neutrons rapides. Elle sera l'occasion de prendre connaissance de leurs projets et de comprendre de quelle façon ils s'inscrivent dans la logique de fermeture du cycle du combustible. Notre pays a fait le choix d'un cycle du combustible nucléaire dit fermé, qui consiste à traiter les combustibles usés pour récupérer les matières valorisables, uranium et plutonium.
Cette stratégie trouverait sa pleine mesure avec le déploiement de réacteurs nucléaires à neutrons rapides, capables de multi-recycler le combustible usé et d'utiliser les matières nucléaires présentes sur notre territoire, avec à la clé plusieurs centaines d'années de ressources énergétiques. Le développement d'un tel réacteur est d'ailleurs prévu par la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Nous débutons cette table ronde avec l'entreprise NAREA, Nuclear Abundant Affordable Resourceful Energy for All, une entreprise française lauréate de l'appel à projet réacteur nucléaire innovant de l'Agence nationale de la recherche ANR. Elle est représentée par Jean-Luc Alexandre et Christophe Béard, habitués des auditions de l'OPEX lorsqu'il était directeur de l'énergie nucléaire au commissariat au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Jean-Luc Alexandre, président fondateur de NAREA. NAREA, créé il y a 3 ans, vise à fournir de l'électricité et de la chaleur décarbonée à des industriels. Nous nous inscrivons dans la fermeture du cycle de la matière et avons retenu une technologie qui avait déjà démontré sa capacité à éliminer certains produits de vie très longue. Nous avons choisi un petit réacteur de 40 MW électrique ou 80 MW thermique qui permet par exemple de fournir la consommation résidentielle d'une ville de la taille de Bordeaux, Strasbourg ou Nantes ou d'alimenter des gros îlots industriels, des eaux fourneaux, de grosses usines de voitures ou de dessalement d'eau dans les zones en stress hydrique, etc. Cette solution peut être délivrée rapidement à des industriels. Elle est très compacte, puisque l'îlot nucléaire tient dans un conteneur de la taille d'un autobus et peut être complété d'un deuxième îlot pour produire de l'électricité à partir de la chaleur. Nous avons choisi un réacteur à sel fondu dont la viabilité a été démontrée aux États-Unis au siècle dernier, que nous avons combiné avec les neutrons rapides pour pouvoir fusionner le plutonium et à terme des actinides mineurs et de l'uranium. La miniaturisation dans un petit conteneur nous permet de nous affranchir de l'eau pour refroidir le réacteur, qui n'a donc pas besoin d'être placé à côté d'une source froide comme une rivière ou la mer. Cette solution permet également de ne pas avoir d'impact sur la ressource en eau, le refroidissement s'effectuant grâce à la convection naturelle. Cette technologie est assez prometteuse puisqu'elle offre une pilotabilité quasiment instantanée, qui permet de compenser par exemple l'intermittence des énergies renouvelables, dont elle constitue un complément idéal. Elle permet également d'accompagner la charge d'une usine qui n'est jamais continue. L'électricité et la chaleur d'usage industriel sont produites à partir d'une source à très haute température, 650 degrés, qui répond aux besoins de nombreux procédés industriels. La chaleur fatale à 75 degrés, générée lors de la production d'électricité, permet de chauffer des bâtiments et d'apporter ainsi une réponse globale aux besoins industriels. L'entreprise en croissance rapide depuis janvier 2022 est aujourd'hui composée de 180 collaborateurs. Elle est financée sur fonds privés français par des bureaux de gestion de fortune familiale. L'objectif à présent est de lever les sommes nécessaires pour construire un prototype. Nous prévoyons une mise sur le marché à partir de 2030, ce qui implique une cadence assez soutenue pour effectuer toutes les démonstrations de sûreté et de sécurité nécessaires sur des petits objets ayant vocation à être fabriqués en grande série, dans une usine. Une fois le réacteur construit, il peut être transporté sur son lieu d'implantation. Dès le début de nos travaux au sein de NAREA, nous avons pris en compte le cycle du combustible.
Je n'avais pas beaucoup de mérite puisque j'ai été durant plusieurs années responsable d'Astrid au sein du CEA. Nous avons examiné de quelle manière il nous était possible de nous insérer dans le cycle du combustible du parc de réacteurs à eau pressurisée. REP. Nos sels combustibles utiliseront du plutonium, de l'uranium appauvri et des sels de chlorure. À terme, notre plutonium devrait provenir de la Hague, dont les capacités devraient être revues à l'horizon 2040. À ce moment, il serait bon que nos besoins soient pris en compte, sachant que EDF continuera probablement à fabriquer des combustibles MOX pour ses réacteurs à eau pressurisée. Par ailleurs, pour limiter la production de chlore 36 par activation neutronique, le chlore 36 se posant des problèmes pour le stockage des déchets radioactifs, il sera nécessaire de procéder à une séparation isotopique du chlore naturel qui comprend les deux isotopes 35 et 37. Nous séparerons cet isotope afin d'enrichir le chlore naturel en chlore 37, réduisant ainsi la formation du chlore 36. Nous fabriquerons notre combustible et nous l'injecterons dans nos réacteurs. Une fois que ce combustible sera usé, notre objectif de durée de fonctionnement étant actuellement de 3 à 4 ans à pleine puissance, nous le déchargerons. Comme nous ne souhaitons pas développer un nouveau procédé de retraitement, nous utiliserons un atelier passerelle pour extraire du sel et le réinjecter dans l'unité de fabrication des sels combustibles. En effet, les colis de verre fabriqués à la Hague pour conditionner les déchets à vie longue ne supportent pas un excès de sel. En conclusion, aucune innovation forte ne sera requise sur les unités de retraitement actuellement en service. Les deux systèmes, c'est-à-dire les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à sel fondu, peuvent fonctionner parallèlement. M. Sylvain Nizou, CEO, Exana. Spin-off du CEA conçoit un réacteur nucléaire modulaire AMR de quatrième génération, qui s'appuie sur la technologie des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Ce système vise à fournir une solution crédible et une alternative à l'utilisation des combustibles fossiles dans l'industrie. En remplacement du pétrole, du gaz et du charbon, en fournissant de la chaleur à haute température à 500 degrés et de l'électricité de façon très flexible, nous proposons un réacteur modulaire de 400 MW thermique. Deux réacteurs couplés délivrent donc 800 MW thermiques, soit 300 MW électriques associés à un dispositif de stockage de chaleur qui permet d'acheminer l'énergie vers l'utilisateur de manière très flexible et de dissocier le fonctionnement et le rythme du réacteur de la consommation de l'utilisateur. Notre objectif consiste à démarrer une tête de série industrielle en 2035 sur un site français afin de déployer d'ici à 2050 une dizaine d'installations en France au service des zones industrielles les plus consommatrices d'énergie et les plus émettrices du CO2. Nous avons choisi cette technologie pour 3 raisons simples. La première raison concerne la maturité et la crédibilité du cœur technologique embarqué dans cette solution innovante. Nous nous appuyons sur la technologie des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, considérée comme la plus mature pour les réacteurs de quatrième génération, puisqu'elle bénéficie de plus de 400 ans de fonctionnement cumulé de réacteurs à l'échelle mondiale. En France, le réacteur Phénix a permis de qualifier les matériaux et les combustibles MOX. Le projet de réacteur Super Phénix a démontré la faisabilité à l'échelle industrielle de cette technologie avec un taux de disponibilité de 96% sur les dernières années.
Enfin, le projet Astrid a permis de renouveler les compétences, de qualifier et de développer de nouveaux outils de calcul. Exana va capitaliser sur cette connaissance, ce savoir-faire développé en France, en bénéficiant d'un accès à la propriété intellectuelle et au savoir-faire du CEA et d'EDF. La deuxième raison justifiant le choix de cette technologie est liée aux performances. En fournissant de la chaleur à l'industrie, en particulier de la chaleur à haute température et de l'électricité, nous allons résoudre la problématique de l'ultra-dépendance au pétrole, au gaz et au charbon, en particulier dans le secteur de l'acier, de la chimie, du ciment, de la production d'hydrogène ou de carburant. Ainsi, une journée de fonctionnement de cette solution équivaut à la production de 200 tonnes d'hydrogène bas carbone. Enfin, cette technologie permet d'engager la fermeture du cycle de combustible nucléaire. En utilisant un combustible MOX produit à partir de plutonium et d'uranium appauvri. Des ressources disponibles en quantité importante et qui représentent des volumes d'énergie considérables pour plusieurs siècles. Cette stratégie permet d'améliorer l'impact environnemental en sortant d'un processus extractiviste, mais aussi de réduire la dépendance au prix du marché du minerai d'uranium, de regagner en souveraineté énergétique et de maîtriser le coût de l'énergie. Monsieur Paul Gauthier, CTO et cofondateur de Exana. Je viens du CEA où j'ai travaillé sur l'exploitation du réacteur sodium Phoenix qui a fonctionné jusqu'en 2009 à Marcoule. Puis sur le projet Astrid en sûreté et en conception, chez Exana, nous poursuivons l'idée d'un réacteur modulaire plus petit, plus compact et plus sûr, puisque le sodium est un métal liquide qui n'a pas besoin d'être en pression et qui permet de refroidir le réacteur simplement avec l'air, en convection naturelle, sans électricité et sans eau. Notre spécificité réside dans l'association d'un réacteur au sodium à un système de stockage thermique dans des sels fondus de nitrate, ce qui permet de produire de l'électricité de façon extrêmement flexible, sans variation, de la puissance du réacteur. Cette approche accroît la durée de vie du réacteur et découpe la partie nucléaire de la partie industrielle et élimine la présence d'eau dans le système. Nous utilisons du MOX RNR, un mélange d'uranium appauvri et de plutonium provenant des combustibles usés. Ce MOX peut être qualifié, fabriqué et retraité puisqu'il a été utilisé pour Phoenix et Super Phoenix. Les Russes ont récemment annoncé l'utilisation de MOX dans le réacteur rapide au sodium. Nous savions déjà le faire il y a 50 ans. Le multi-recyclage du plutonium est également une réalité. En outre, nous avons vérifié la possibilité d'accepter plusieurs types de plutonium issus des combustibles uranium ou MOX, des réacteurs à eau pressurisée. Les réacteurs sont suffisamment puissants pour être isogénérateurs, c'est-à-dire qu'ils consomment autant de combustible qu'il en produit, ouvrant la voie à une ère du nucléaire durable. Cette technologie nous permettrait de devenir l'Arabie Saoudite de l'énergie décarbonée. En conclusion, Exana aspire à raviver l'esprit de conquête du nucléaire français en visant une réalisation rapide plutôt qu'à la fin du siècle. Madame Olga Givernet, députée rapporteure. Nicolas Breton et Lucas Tardieu vont à présent nous présenter Stellaria, cette société également essaimée du CEA, qui propose une nouvelle génération de réacteurs assez fondus à destination des grands industriels.
Monsieur Nicolas Breton, CEO de Stellaria. Stellaria conçoit le premier réacteur à sel fondu de 2 fois 110 mégawatts électriques qui assure la régénération de son combustible au sein même du cœur. Le réacteur Stellarium a été développé dans le cadre d'une alliance industrielle avec Orano, le CEA, mais aussi Technip et Schneider Electric. La société est née d'une rencontre entre des experts techniques d'Astrid et des experts des besoins des industriels électro-intensifs euh, dans divers secteurs, tels que les mines, les centres de données, les zones portuaires. Nous avons aussi été à l'écoute des besoins d'EDF et d'Orano. Pour la fermeture du cycle, besoin que notre projet satisfait complètement. L'objectif consiste à fournir une tête de série d'ici 2035, destinée aux grands clients industriels qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, avec une énergie décarbonée à bas coût, produite en juste à temps, en suivant la courbe de la demande pour réindustrialiser et électrifier le pays. Il faut garantir des factures d'énergie stables à long terme. La filière industrielle a pour objectif de fermer le cycle en valorisant pleinement l'uranium et le plutonium, issus des réacteurs à eau pressurisée, ainsi que les matières contenues dans les combustibles usés, et si possible d'incinérer l'américium et les autres actinides mineurs. Notre stratégie vise donc à diminuer la dépendance aux mines étrangères pour atteindre la souveraineté énergétique. La somme de ces besoins converge vers une technologie de rupture, conduisant à la création d'une nouvelle filière à neutrons rapides à combustible liquide. Les combustibles liquides présentent l'avantage de fournir une électricité très rapidement commandable à la hausse et à la baisse, constituant ainsi un complément aux énergies intermittentes. En outre, le réacteur Stellarium peut s'arrêter très rapidement grâce à la dilatation naturelle des combustibles liquides, ce qui apporte une sûreté intrinsèque par conception, y compris en cas de perte totale du circuit primaire. Il fonctionne à pression atmosphérique et en convection naturelle, ce qui empêche le dégazage en cas d'accident. Enfin, il n'y a pas de risque de fusion de cœur puisque celui-ci est naturellement fondu. La zone de- la zone d'exclusion de sûreté est donc très limitée, ce qui permet un déploiement nouveau dans des grandes zones industrielles. Nous avons choisi des sites sur lesquels les services de sécurité. Nous pouvons fournir 2 fois 110 mégawatts électriques en autonomie. Pendant 15 ans, sur une surface compacte de la taille d'un ou deux terrains de football, ce qui permet de résoudre le problème du foncier dans des zones plus contraintes. L'autonomie étant totale durant 15 ans, le combustible reste sur ce site, ce qui évite les transports inutiles. Par ailleurs, le réacteur Stellarium fournit la capacité de multi-recycler les combustibles usés issus des réacteurs à eau pressurisée. S'inscrivant parfaitement dans la stratégie de fermeture du cycle, il est tolérant et peut fonctionner avec différents types de combustibles liquides mélangés dans le sel, le MOX, même dégradé, l'uranium de retraitement et le thorium. Nous avons 9 000 tonnes de thorium ainsi que 320 000 tonnes d'uranium appauvri sur notre sol, qui sont valorisables. De ce fait, le stellarium permet une diversification des approvisionnements et une gestion de l'inventaire du plutonium civil ainsi
qu'un renforcement de notre souveraineté. Les déchets de haute activité peuvent être transmutés dans notre réacteur, réduisant ainsi la demi-vie moyenne de ces déchets de 300 000 ans à 3 000 ans. De plus, le stellarium ouvre la perspective nouvelle d'un renouvellement de 100% du combustible pendant son fonctionnement normal. Il remplace instantanément les matières fissionnées par des matières fertilisées au sein même de son cœur, comme une voiture qui renouvellerait son carburant. Cela permettra d'offrir une stabilité de production électrique inégalée et une grande continuité de service. Donc de garantir une facture énergétique instable et prévisible pour les industriels. Pour réussir ce projet, nous avons 3 besoins immédiats. Premièrement, nous avons besoin de zones dédiées au sein des sites de recherche existants pour mener rapidement des expériences scientifiques. Deuxièmement, il est essentiel de mettre en place des procédures simplifiées pour obtenir les autorisations nécessaires à ces expériences à petite échelle. Ces autorisations devront être accordées dans le respect le plus strict des normes de sûreté, les exigences devant, comme le suggère un rapport de l'OPEX, être proportionnées aux risques radiologiques réels. Enfin, nous aurons besoin de créer en un temps record avec nos partenaires Orano et le CEA les sels combustibles de recherche nécessaires pour procéder à ces expériences. La simplification des autorisations pour ces combustibles de recherche sera également un enjeu majeur. À plus long terme, il faudra envisager la perspective de nouveaux sites nucléaires permettant de déployer ces petits réacteurs dans des zones industrielles. Compte tenu de la crise énergétique et de l'explosion des besoins en uranium, l'heure des réacteurs à neutrons rapides est venue. Ils constituent la meilleure solution environnementale pour offrir une énergie à la hauteur des besoins industriels. Une énergie souveraine, sûre, décarbonée, durable et renouvelable pendant des siècles. Madame Olga Givernet, députée rapporteure, nous achevons cette table ronde avec l'intervention de Nucléo, représenté par Ludovic Vandendrich. Nucléo est une société d'origine italienne, implantée à Lyon. Nos amis italiens ayant gardé un haut niveau scientifique en physique nucléaire, malgré l'abandon sans doute provisoire de son utilisation pour l'énergie, Nucléo développe des réacteurs nucléaires rapides refroidis au plomb. Monsieur Ludovic Vandendrich, directeur général France Nucléo. Nucléo a été créé en 2021 sur financement privé à l'initiative de fondateurs italiens. Elle s'est implantée dans un premier temps au Royaume-Uni avant de créer en 2022 une entité à Lyon. Afin d'accompagner la renaissance du nucléaire annoncée par le président de la République, au milieu de cette année, elle a été lauréate de France 2030. Dans le cadre de l'appel à projets sur les réacteurs nucléaires innovants, notre vocation est d'être un acteur compétitif de la transition énergétique et de proposer un nucléaire durable. Nous proposons un concept de réacteur Small Modular Reactor de 4e génération à neutrons rapides refroidis au plomb. Cette technologie est fondée sur un acquis conséquent en France et sur 25 années de recherche et développement en Europe, notamment en Italie sur les réacteurs au plomb. Il s'agit d'un nucléaire vertueux et durable dans le cadre de la fermeture cycle du combustible qui permet un recyclage des matières valorisables issues des déchets nucléaires. Nous avons vocation à nous inscrire dans un écosystème collaboratif pour développer un réacteur nucléaire dont la puissance est de 200 MW électriques. Mais une usine de fabrication de combustible MOX RNR, différent de celui utilisé en France, les applications sont multiples. La principale portant sur la génération d'électricité et l'alimentation du réseau. Nous avons déjà réalisé 2 levées de fonds en 2021 et début 2022
pour un total de 500 millions d'euros. Une troisième levée est en cours pour atteindre 1 milliard d'euros. Le calendrier inclut la construction d'une installation d'essai sur le site de Brasimone en Italie d'ici 2026, puis d'un démonstrateur à Israël et d'une usine de combustible MOX en France à l'horizon 2030. Nous souhaitons nous appuyer sur une supply chain européenne dès les phases de conception pour respecter ces objectifs de livraison et donc sur un modèle de partenariat, voire d'acquisition d'un certain nombre de fournisseurs stratégiques. Nos priorités portent sur une forme de labellisation par le gouvernement français en tant que fabricant de combustible MOX RNR. Nous recherchons également l'appui du gouvernement pour l'acquisition de 2 sites nucléaires existants. L'un pour pouvoir implanter notre premier réacteur démonstrateur à Israël, l'autre pour l'usine de fabrication de combustible MOX. M. Stéphane Kalpena, directeur de la sûreté des processus réglementaires Nucléo. Nucléo souhaite fabriquer du combustible MOX pour ses propres besoins et ceux de nos confrères. Le choix du plan s'appuie sur 25 à 30 années de recherche de développement en Italie. Celle-ci a continué après la fermeture de Superphénix sur lesquels beaucoup d'Italiens ont travaillé. De nombreux collaborateurs de Nucléo proviennent des équipes de Phoenix. Superphénix et Astrid, par ailleurs, le plomb ne réagit pas avec l'air et l'eau, ce qui représente un progrès par rapport au sodium. De plus, la convection naturelle fonctionne bien. Contrairement aux réacteurs à eau pressurisée, il n'existe aucun risque de fuite. L'ensemble étant regroupé dans une seule cuve. Le réacteur est auto-stabilisant. Quand la température monte un peu trop, la réaction nucléaire est étouffée à travers un équilibre en conditions accidentelles qui intervient probablement entre 600 et 700 degrés. La marge est importante. L'ébullition du plan intervenant à 1140 degrés et nous souhaitons la valoriser auprès de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'IRSN. Notre technologie repose également sur de nombreux systèmes passifs et une capacité de rétention des radionucléides par le plomb. Nous poursuivons la recherche et développement. Le précurseur situé en Italie ne sera pas un réacteur nucléaire, puisque des chaufferettes électriques remplacent le combustible. Mais il est quasiment à l'échelle. Plusieurs réunions sont planifiées avec l'autorité de sûreté nucléaire sur l'inspection en service et les aspects de corrosion qui sont les points à regarder de près pour ce type de réacteur. Madame Boga-Givernet, députée sur rapporteur, je vous propose de passer à présent au débat. Avez-vous été en mesure de quantifier vos besoins en combustible? Comment allez-vous les approvisionner? Monsieur Christophe Béard, nous avons quantifié les quantités de combustible nécessaires au déploiement d'une flotte de réacteurs. Celui-ci proviendrait de l'usine de retraitement de La Hague, mise à niveau, mais nous envisageons également de faire venir des combustibles usés de l'étranger, afin qu'ils soient retraités pour pouvoir ensuite fournir du plutonium pour nos besoins. Monsieur Paul Gauthier, de notre côté, nous avons besoin de 2 tonnes de MOX pour démarrer un réacteur. Nous savons le fabriquer et l'avons fait à l'atelier de technologie du plutonium de Cadarache pour les réacteurs Phoenix et Superphénix. Désormais, l'enjeu consiste à réindustrialiser un atelier MOX RNR au plus vite. Orano pourrait être un acteur puisqu'il devait alimenter le réacteur Astrid. Mais nous sommes également intéressés par le projet de Nucléo. Monsieur Lucas Tardieu, architecte réacteur Stellarian. Les calculs fournissent une évaluation de ce que consomme un réacteur. La régénération constante du combustible au sein de notre réacteur
permet de limiter les transports ainsi que l'appel à une usine de retraitement sollicitée tous les 15 ans. Les calculs sont en cours pour bien déterminer le besoin. Monsieur Ludovic van Dendrich. Les ordres de grandeur sont également de 2 tonnes pour nous. Notre usine de fabrication de MOX a vocation à être modulaire. La capacité de production démarrant à 20 tonnes pour croître jusqu'à 60 tonnes afin d'accompagner le déploiement du parc au fil des années. Monsieur Alexandre Sabato, député. Qu'attendez-vous concrètement des pouvoirs publics? Vous estimez-vous suffisamment soutenu? La réglementation et les normes en vigueur représentent-elles des obstacles importants pour le développement de vos technologies? Monsieur Jean-Luc Alexandre. Nous remercions le pouvoir public d'avoir accompagné NAERA sur l'appel à projet France 2030. Ce soutien permet d'envoyer un signal aux investisseurs privés qui ont besoin de voir que l'État croit à notre projet. Au-delà du label, il est important d'accompagner les startups dans la réalisation des démonstrations de sûreté, notamment grâce aux ressources que l'État a pu développer, comme les outils de calcul scientifique déjà homologués. Homologuer de nouveaux logiciels serait extrêmement long. En outre, l'État pourrait nous aider à aider nos projets en mettant à disposition un site nucléaire pour nos prototypes.